Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette deuxième journée de Veolia à Vivatech. Comme nous ne pouvons pas vous retrouver encore physiquement, Veolia vous propose une série de 8 émissions consacrées à ces innovations, mais plus largement aux réponses que nous pouvons apporter aux grands défis de la planète. Et plutôt que de répéter des buzzwords ou faire des annonces extravagantes, nous allons tenter d'identifier et de comprendre les solutions technologiques concrètes développées par Veolia. Cet après-midi, je vous propose de faire parler les eaux usées, car elles peuvent nous en dire beaucoup sur nous. C'est grâce à elles que le Centre européen de surveillance des drogues et des dépendances a pu établir le palmarès de la consommation des drogues dans les villes d'Europe. Et ainsi nous apprendre qu'en 2016, Londres était la ville où l'on consommait le plus de cocaïne et Amsterdam le plus de cannabis. Dans cette étude, Paris est une ville bien sage. Alors si cet exemple peut donner à sourire, l'analyse des eaux usées s'est révélée un indicateur précieux dans la surveillance de la propagation de la Covid-19, avec des mesures précises et surtout un avantage majeur, permettre d'anticiper les évolutions plutôt que de les constater. Veolia fut à la pointe de ce monitoring et voici comment on fait parler des eaux usées. VigiCovid-19+ est une évolution de notre offre VigiCovid-19. Elle apporte 3 points supplémentaires pour avoir des analyses fiables dans les eaux usées. L'avantage décisif, c'est le séquençage complet en un temps record de toute la séquence du virus, ce qui permet de l'identifier complètement et d'en suivre les moindres évolutions. Nous sommes donc allés chercher des experts du séquençage. Le séquençage d'un virus consiste à lire la suite des lettres, des nucléotides qui forment son génome. Dans le SARS-CoV-2, cette séquence qu'il nous faut lire, c'est une séquence d'environ 30 000 lettres. Nous voulions améliorer la quantification et pouvoir la faire à grande échelle. Nous sommes allés chercher un partenaire expert de la quantification. IAGE a développé une méthode permettant d'analyser les eaux usées qui est basée sur une technologie qui est la Digital PCR. Grâce à ce partenaire, nous pouvons trouver des traces en beaucoup plus petite quantité de virus. La Digital PCR consiste à démultiplier les réactions de PCR par environ 20 000 comparé avec l'ancienne génération. Ce qui nous permet de donner la quantité exacte de ce que l'on cherche dans l'échantillon en une seule analyse. Et en combinant la méthode de IAGE avec la méthode de l'IPMC, on sait chercher les variants à grande échelle sur un grand territoire avec un grand nombre d'échantillons. Aujourd'hui, Veolia est le seul groupe au monde capable de identifier, quantifier le virus avec tous ses variants dans les eaux usées. Philippe Sévérac, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur scientifique et technologique chez Veolia, vous étiez directement impliqué dans ce programme d'étude de la propagation de la Covid-19 via les eaux usées. On l'a vu dans la vidéo, cette technologie n'est pas vraiment nouvelle, mais la pandémie lui a donné une toute nouvelle dimension. Oui, absolument. C'est une technologie qui est connue depuis les années 70, qui a été utilisée notamment pour tracer des virus comme celui de la polio. Mais les coûts, les lourdeurs de mise en œuvre et aussi les technologies de l'époque ne permettaient pas de la déployer à grande échelle. Ce que nous avons découvert à l'occasion de la pandémie, et c'est comme ça, les grandes crises, les grandes pandémies permettent d'aller au bout des capacités des technologies, c'est que non seulement on était capable de le détecter, de l'identifier, en tout cas d'en identifier des fragments qui permettent de le reconnaître, mais également de le quantifier pour établir des tendances, voir si ça montait, si ça baissait. Et ensuite, on a pu s'intéresser aux variants, c'est-à-dire identifier des marqueurs bien spécifiques d'un ensemble de souches. Et donc ça a permis de proposer un dispositif qui complète utilement les dispositifs de santé publique et puis qui permet de détecter avec quelques jours d'avance, ce qui semble peu, mais qui est déjà pas mal pour guider les autorités sanitaires. Alors vous nous le disiez, depuis les années 70, en fait, vous travaillez avec les micro-organismes. C'est notamment grâce à ceux-ci que se font les processus de dépollution et de retraitement des eaux. Ces outils de traçage que vous avez mis au point chez Veolia ont été d'ailleurs particulièrement efficaces. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quelle a été leur plus-value par rapport à d'autres ? Alors en fait, les micro-organismes sont présents dans notre métier depuis toujours. L'eau est un milieu vivant
Dans l'eau potable, nous traquons les micro-organismes qui sont potentiellement pathogènes pour protéger la santé des consommateurs. Donc nous les analysons de très très près. Nous analysons également les conditions dans lesquelles ils vivent et dans lesquelles on peut les éliminer ou en tout cas les contrôler. Dans les eaux usées, c'est le moteur de l'épuration. C'est-à-dire ce sont les bactéries qui mangent la pollution et donc nous nous intéressons à la façon dont elles vivent, nous nous intéressons aux populations, nous nous intéressons au métabolisme et nous nous intéressons à leur ADN et à leur ARN. Et donc nous avons à notre disposition, et nous avions à notre disposition tout l'arsenal qui permet de comprendre comment fonctionnent ces bactéries, et notamment la fameuse PCR, qui a été la technologie la plus couramment utilisée pour tracer ce virus. La spécificité de ce que nous avons fait, c'est que d'abord nous connaissons très bien ces matrices de usée qui sont très complexes et très sales, et donc il y a des confusions possibles considérables. Ensuite, il y a beaucoup de coronavirus, des coronavirus humains, mais aussi des coronavirus animaux. Et donc, il faut identifier les bons marqueurs pour ne pas se tromper et pour avoir des indicateurs qui veulent dire quelque chose. Ensuite, dans les eaux usées, la précision des analyses est à un facteur 10 près. C'est-à-dire quand vous trouvez 100, ça veut dire que vous avez peut-être 10, que vous avez peut-être 1000. Et donc, il a fallu travailler sur la répétabilité des analyses pour s'assurer qu'on franchissait bien un certain nombre de seuils. Et donc, plutôt que de quantifier de façon absolue, on cherchait à voir les tendances, si ça monte, si ça descend. Et ensuite, un élément important que nous avons introduit, c'est la PCR digitale, qui est donc une évolution de la PCR classique, où au lieu de travailler sur un seul échantillon, on pulvérise cet échantillon en 20 000 gouttelettes, et on fait l'analyse sur chacune de ces gouttelettes et on les intègre par l'informatique, ce qui donne une précision 5 à 10 fois plus grande, ou 5 à 50 fois plus grande plutôt, parce que je vous ai dit, il y a un facteur 10 qui se promène. Ce sont les avancées majeures, et ensuite nous sommes associés avec des instituts de séquençage pour être capable d'identifier les marqueurs spécifiques de certains variants, donc des peptides, des protéines bien spécifiques, et qui permettent de dire, ben là, c'est du variant anglais, là, c'est du variant japonais ou brésilien. On travaille actuellement sur le variant indien, et on est en mesure de suivre les évolutions du virus en prenant les résultats des différents instituts qui font les prélèvements nasopharyngés, et de retrouver les traces dans les eaux usées, on l'espère, avec suffisamment d'anticipation. Voilà les éléments majeurs qui nous ont permis de nous distinguer des autres, avec un ensemble de partenaires, c'est-à-dire que nous ne travaillons pas seuls, mais au sein d'un écosystème. Vous en parliez à l'instant, le virus ne va pas disparaître, même si la campagne vaccinale progresse, il va continuer à muter. Est-ce que ça signifie que Veolia va maintenir ses outils, que vous allez continuer cette opération de monitoring, voire même que Veolia va devenir un acteur de santé ? Alors en effet, la question est très intéressante parce qu'on a découvert des possibilités insoupçonnées. C'est-à-dire que cette crise a révélé des capacités qu'on n'aurait pas imaginées et a mobilisé des énergies autour du sujet. Et comme souvent, quand on mobilise des énergies, on découvre plus que ce qu'on imaginait. Ça a été le cas. Donc nous pensons effectivement que désormais, pour suivre les pandémies, il y en aura peut-être d'autres, on ne le souhaite pas, mais il faut s'y préparer. On aura peut-être besoin de ces outils-là. Mais le potentiel de suivi de pathologies chroniques très embêtantes, pas graves, qui ne font pas peur, apporte quand même un bénéfice important. Si on peut suivre les gastro-entérites en période de rentrée scolaire et aider les gens à se protéger, on fait faire des progrès absolument considérables. Et donc, nous sommes à la veille d'un choix important, se lancer dans l'étude des eaux usées à grande échelle. Il y a des réflexions qui sont lancées par les autorités sanitaires françaises, par les autorités européennes, pour justement faire de ce domaine un domaine à part entière et en examiner le potentiel. Donc, on ne sait pas ce que ça va donner, mais on a décidé de s'y lancer pour voir où est-ce que ça allait nous amener. Alors, à quel niveau, justement, est-ce que Veolia se trouve dans ses efforts de recherche ? Est-ce que vous faites que de la recherche appliquée, de la recherche fondamentale ? Est-ce que vous aidez à certaines technologies à passer à l'étape industrielle ? Comment vous positionnez dans cet écosystème de recherche ? Alors, on a une double vision. On fait profondément de la recherche appliquée,
C'est-à-dire qu'on cherche toujours à utiliser les technologies qui nous entourent pour des actions dans le présent et dans l'immédiat pour faire de la mise en œuvre. Et on utilise une méthode de petits pas successifs pour avancer extrêmement vite et proposer des solutions concrètes. On cherche cependant à conserver une vision et une certaine profondeur stratégique pour voir justement où nous amènent ces technologies. Il ne faut pas rester enfermé dans telle ou telle technologie. Elles évoluent extrêmement vite. La PCR digitale, on ne connaissait pas il y a quelques mois. On s'est lancé dedans. On a trouvé des partenaires extrêmement pertinents et efficaces. On en trouve d'autres. Et on intervient un peu comme catalyseur de beaucoup d'initiatives. Et donc, autour de nous se sont agrégés beaucoup d'acteurs. D'autres acteurs ont fait de même. Et donc, on essaie de regrouper les regroupements pour créer un écosystème. Si on veut suivre à travers les eaux usées la santé d'une population à l'échelle de la France, au niveau de l'Europe, il faut mettre à contribution tout l'écosystème. Agir collectivement, aussi bien entre acteurs privés et publics que parfois industriels et individus, ce n'est pas uniquement un impératif de recherche, c'est un impératif d'action. Puisqu'après tout, aucun écosystème n'est indépendant. Et de cette évidence est née une notion clé, celle de l'économie symbiotique. Et pour nous l'expliquer, voici l'environnementaliste Isabelle Delannoy. Bonjour Madame Delannoy. Bonjour Alexandre. Alors, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est très précisément l'économie symbiotique? Alors, l'économie symbiotique, c'est une théorie économique qui est issue de l'observation des pratiques économiques et productives existantes qui sont capables de régénérer leurs ressources et de montrer que finalement on a ces pratiques dans absolument tous les secteurs d'activité, qu'elle est complète, autant dans la gestion de notre métabolisme, la nourriture, l'eau, habiter, se déplacer, que dans la gestion des biens, d'équipements et nos infrastructures, que aussi la gestion du social. Et en fait, son constat, c'est qu'elle fonctionne en écosystème et selon des principes de fonctionnement tout à fait communs et que l'on peut identifier très précisément. Et donc, elle est complète. On peut mesurer en fait la régénération de ces activités avec le même système d'indicateurs, quelles que soient les activités. Le dernier constat, c'est qu'elle est puissante. C'est-à-dire qu'on arrive en liant différentes logiques économiques, productives qu'on connaît déjà, comme l'économie circulaire, la permaculture, l'ingénierie écologique, même pour les eaux par exemple, eh bien, on arrive à des synergies qui la rendent plus puissante dans sa performance que l'économie extractive actuelle. Vous parliez d'eau à l'instant, nous en parlions avec M. Seberac il y a quelques minutes, notamment dans la manière dont Veolia a pu réorganiser certaines de ses opérations pour participer à la veille sanitaire. Cette économie symbiotique dont vous nous parlez, est-ce qu'il y a une manière dont elle pourrait très concrètement se matérialiser, notamment dans le domaine de l'eau ? La gestion de l'eau change complètement en fait dans cette économie symbiotique parce que l'eau c'est la source de la vie. Et notamment dans les milieux urbains, on a tendance à la traiter comme un déchet. Qu'est-ce qu'on fait des eaux de pluie? Qu'est-ce qu'on fait des eaux usées? Alors, on les emmène très loin pour les faire épurer, alors qu'en réalité, il faut comprendre que c'est la même eau qui est constamment recyclée sur la planète depuis la nuit des temps. On boit la même eau que les dinosaures, vous voyez? Et donc, c'est les écosystèmes vivants qui ont cette capacité d'épuration de l'eau extrêmement fine. Et nous avons des techniques qui ont fait leurs preuves, qui, en rassemblant certaines espèces très particulières pour assurer différents stades de l'eau, permettent d'épurer notamment les eaux usées, mais jusqu'aux eaux noires, sur des surfaces très petites et surtout très jolies. On associe des joncs, des iris, où les dernières étapes sont des cascades, des fontaines pour réoxygéner l'eau, et qui, dans de nombreux endroits, sont déjà inclus au cœur des habitats et qui, en même temps, donnent une lutte contre les îlots de chaleur, un square pour les habitants, des refuges pour la biodiversité sauvage au cœur des habitats humains. Par exemple, vous avez un quartier à Wuhan, en Chine, qui est un quartier aujourd'hui zéro rejet, avec ces jardins filtrants, ces zones humides aménagées par l'homme pour gérer les eaux usées qui sont au bas des immeubles et où il n'y a aucune
odeur. On pourrait croire que c'est odorant, pas du tout en fait, parce que c'est cette capacité naturelle des écosystèmes vivants qu'on va amplifier en rapprochant très fortement les plantes et en mettant les bonnes plantes, un peu selon les principes peut-être que vous connaissez de la permaculture. Ce dont vous parlez à l'instant, c'est le concept de ville-éponge, c'est ça? C'est la manière dont la ville peut non plus uniquement pomper et rejeter de l'eau, mais au contraire participer de toute cette économie symbiotique dont vous parlez. C'est ça. Et c'est très important parce que quand vous dites ville-éponge, c'est l'infiltration des eaux de pluie aussi. Et on peut, dans la plupart des villes, pas toutes, hein, parce que parfois, comme Paris, par exemple, Paris, parfois un gruyère en dessous. Donc ce serait difficile d'infiltrer les eaux directement. Mais on peut mettre des jardins de pluie qui vont infiltrer les eaux directes, qui vont être complémentaires des égouts et qui vont infiltrer les eaux directement dans la nappe, qui va permettre aussi de respecter le petit cycle et le grand cycle de l'eau. Et surtout, ça a beaucoup d'aménités. On s'aperçoit que ces écosystèmes vivants, maillés dans la ville comme cela, eh bien, ça incite les gens à sortir. Ça incite les gens à marcher ou à adopter des comportements de mobilité douce. On a moins d'obésité, par exemple, dans les villes et dans les quartiers verts, maillés de verdure comme ça, que dans les quartiers où il n'y en a pas. Et c'est très important parce que, reprenons l'exemple de la Covid, on a bien vu que les cas les cas les plus sévères qui nécessitaient une hospitalisation et notamment des appareillages de respiration assez contraignants étaient prévalents chez les obèses et que l'obésité était un facteur de risque pour la Covid. Et donc tout ça est extrêmement intimement lié.